S'il y a un secteur qui résiste farouchement à l'innovation, c'est bien celui de l'art. Pourtant, ce marché est en pleine expansion. Des milliers d'artistes émergent chaque année et les œuvres se vendent de plus en plus cher. Mais derrière les projecteurs et ces ventes records, vous allez découvrir un monde opaque où quelques milliardaires ont mis la main sur la poule aux œufs d'or. Dans ce théâtre bien huilé, un Français a décidé de hacker le système. Son nom, Arnaud Dubois. Il est le cofondateur de Matisse, une plateforme d'investissement qui révolutionne le marché de l'art avec une promesse simple, plus de transparence, plus d'accessibilité et surtout plus de rentabilité. Loin de la tech, je vous embarque aujourd'hui dans les coulisses de l'art contemporain. Vous allez découvrir que, comme pour les startups, il s'agit souvent d'argent. Place donc à Arnaud Dubois dans Off the Record. On ne disait pas avant que Picasso arrive, j'attends le nouveau Picasso. Salut Arnaud, bienvenue. Carlos Diaz, bonjour, merci de ton accueil, merci de ton invitation. Écoute, je suis ravi de te rencontrer parce qu'en fait, j'ai rencontré ton associé, François, avant toi. Qui est un fervent fidèle de ton émission. Ouais, il écoute Silicon Carnet, c'est un auditeur fidèle. Depuis longtemps. Et c'est lui qui m'a parlé de ce projet Matisse que je connaissais pas. Et là, je suis tombé sur sous les charmes de ce que vous faites parce que c'est absolument génial, on va en parler. Et j'ai surtout découvert un monde. Je m'intéresse à l'art comme tout le monde, mais je suis pas un expert comme toi. On va voir que toi, vraiment, c'est ta passion. Tu vis, tu transpires, tu respires l'art en permanence. Tu es pratiquement même une œuvre d'art à toi tout seul. C'est gentil. Et j'ai découvert ce monde, mais c'est assez dingue ce que les auditeurs vont découvrir. En fait, c'est de l'opéra, quoi. Il y a des ficelles, il y a... Ouais, alors il y a nécessairement des ficelles. C'est un monde qui se caractérise évidemment par son opacité et son manque de régulation. Et c'est à peu près ce qu'on a voulu faire chez Matisse et le rendre plus régulé et plus transparent en pensant que c'était un marché en croissance. C'est un marché, tu l'as dit tout à l'heure, t'as raison, qui est réservé à une élite financière. On achète et on vend des œuvres d'art pour des raisons artistiques, sociales, pour des raisons financières, pour des raisons artistiques. Malheureusement, si on s'intéresse à un actif avec un peu de sécurité, un peu de liquidité et d'aller chercher un peu de performance, soit on sait jouer un peu comme dans les startups, on met des billes un peu partout et puis on attend que ça tombe, on voit ce qui va pousser, et ou bien on vient sécuriser son cash sur des artistes qui sont plus confirmés, sur des artistes qui évoluent sur des marchés plus internationaux. Plus cher donc ? Et donc beaucoup plus cher. Et là, ça devient inaccessible. Ça devient très compliqué. Ça devient compliqué pour la plupart d'entre nous, et moi le premier. Et on dit souvent avec François qu'on est nos premiers clients. On a créé cette entreprise parce qu'on voulait être client d'une entreprise comme celle-ci. François, il m'expliquait que il avait vendu sa boîte et il était très intéressé pour investir un petit peu de son argent dans l'art parce que je sais pas, comme tout bobo parisien qui se respecte, il me dit mais j'avais très peur de pousser la porte d'une galerie parce que je me suis dit je vais être le couillon de service, je vais me faire jambonner, quoi. Alors, il faut pas vraiment le prendre comme ça. Je comprends qu'on le prenne comme ça, mais j'ai commencé à travailler et j'ai commencé à faire des stages en galerie, en vente aux enchères, etc. On nous a toujours répété à peu près la même chose, c'est que la meilleure façon d'acheter une œuvre d'art était de le faire avec son cœur. Ce qui en fait est à peu près génial quand tu dépenses 3000 balles et que t'es pas à 3000 balles près. Quand tu commences à dépenser quelques dizaines, voire quelques centaines de milliers d'euros, que tu poses la question au galeriste, mais est-ce que je fais pas une bêtise? C'est quand même beaucoup d'argent pour moi, et qui lui répond, mais vous inquiétez pas, si vous aimez la pièce, vous ne vous tromperez jamais. La question de la collection, elle est évidente. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut faire les deux. On peut conjuguer placement et passion. François était évidemment quelqu'un, un de nos clients assez typique finalement, un entrepreneur qui a cash out, il a gagné un petit peu d'argent, il veut se faire plaisir, il veut acheter des œuvres pour le plaisir, pour décorer, mais il n'a pas envie, t'as raison, d'être le dernier couillon, et donc vient une des premiers aspects fondamentaux dans notre activité, c'est l'estimation, c'est la valorisation. Avant de faire une bonne affaire, il faut d'abord savoir combien ça coûte. Ouais, c'est un peu comme dans l'immobilier, l'affaire elle se fait au moment de l'achat et pas forcément au moment de la revente. Et, très clairement. On va parler de Matisse, comment ça fonctionne et tout ça, mais je voulais revenir parce que parce que je suis certain qu'on est nombreux à pousser les portes de ces galeries magnifiques et
c'est peut-être les premières fois qu'on rentre dedans, et c'est vrai que c'est assez impressionnant. Il y a généralement pas grand monde. Il y a quelqu'un. D'ailleurs, tu vas peut-être nous l'expliquer. On voit souvent une ou deux personnes dans cette galerie qui tirent la tronche, qui est derrière son bureau, qui fait semblant de pas avoir vu qu'on est rentré. C'est quoi ça veut dire quoi? Alors c'est très particulier. C'est un Moi-même, j'ai code, jamais ça, c'est vraiment. un truc, Non, j'en Non, mais- sais rien. J'en sais rien. Je suis le premier étonné. J'en sais rien. Moi, j'ai Pourquoi été ils font le premier. la gueule? Pourquoi ils font la gueule quand on rentre dans une Alors galerie tout le d'art? monde d'abord ne fait pas la gueule, mais là où tu as raison, c'est que on a tendance dans ce marché à vendre les mêmes œuvres aux mêmes clients. Donc quand il n'y a pas de renouvellement de la clientèle, soit vous êtes connu et on vous accueille, soit vous ne l'êtes pas et on ne pense pas que vous pouvez éventuellement devenir un futur client, ce qui est un gros problème. On vend quand même des œuvres qui sont des objets inutiles, chers, à des gens qui n'en ont pas besoin. Donc accueillir les gens avec un café, leur parler un peu gentiment des actifs qu'on va leur vendre, et me semble plutôt être une bonne façon de faire. Non, mais il y a pas un côté snob quand même? Je sais pas, j'ai déjà entendu dans une galerie quelqu'un me dire je retournerai plus jamais. J'ai dit, bon, pourquoi? Parce que il a demandé une information sur une œuvre et on lui a dit mais monsieur, si vous connaissez pas, c'est que c'est pas fait pour vous. Il y a aussi quelque chose de très généreux dans la galerie. Il faut prendre la galerie, c'est probablement le seul lieu privé culturel uniquement payé par le privé Ouais. et accessible à tout le monde. C'est pas un musée qui est payé par nos impôts. C'est pas je sais pas, on n'est pas à l'opéra, on n'est pas au théâtre. On est un lieu privé, uniquement privé, dont, on va être très sincère, à peu près 99,9% des visiteurs ne dépenseront jamais un sou. Donc, il y a aussi ça à prendre en compte. Les clients qui vont en galerie ont envie de vivre une expérience de plus en plus. Et cette expérience, parfois, elle laisse un petit peu à désirer. Alors dans ces galeries, et c'est ça dont on va parler énormément, on vend beaucoup d'art contemporain. Alors je voulais que tu nous expliques qu'est-ce que c'est que l'art contemporain? Alors surtout ne pas confondre avec les artistes vivants. L'art contemporain, c'est un segment de l'histoire de l'art, c'est un segment du marché de l'art plutôt. On parle d'art impressionniste et moderne. On parle d'art impressionniste à partir des premières expositions. 19e, exactement, les début du premières 20. expositions impressionnistes. On est en 1874 jusqu'en 1905. En 1905, on parle de période moderne. C'est les avant-gardes, c'est Picasso, ouais. c'est Derain, c'est Vlaminck, etc. On a affaire à des artistes qui sont les fers de lance de la modernité. Mais en poésie, c'est Apollinaire, etc. On a Caillebotte en peinture. On est entre 1905 avec le Salon d'automne, le Fauve, les fauvismes, jusqu'en 1945. Et de 1945 à nos jours... Donc 45, c'est la fin de la guerre. Est-ce que c'est lié d'ailleurs justement à cet événement? Oui, parce que alors oui, parce que d'abord on va passer d'un art plutôt figuratif vers un art abstrait, et on va passer d'un changement de marché qui était dominé par la place de Paris vers une nouvelle place de marché qui devient celle de New York. Ah, qui est le camp des gagnants, donc il y a plus d'argent, Paris est en reconstruction. L'art, c'est comme l'histoire, elle est toujours écrite par les riches. Ouais. Et ceux qui ont gagné via par la ceux qui ont guerre, gagné. bien sûr. Ouais. Bien sûr. Et donc l'art contemporain, c'est plutôt un segment de l'histoire et un segment du marché qui parle d'artistes de la seconde moitié du XXe siècle. Mais attention, pas nécessairement d'artistes vivants, mais d'artistes qui sont inscrits dans leur histoire. Si aujourd'hui un artiste devait peindre dans la banlieue de Clermont-Ferrand de la même façon que peignait Monet 100 ans plus tôt, C'est pas de l'art contemporain. c'est pas de l'art contemporain. Donc il y a un système d'adoubement, de reconnaissance par ses pairs. On est artiste contemporain parce que on a fait une école d'art contemporain, souvent les Beaux-Arts. On a été présenté ensuite dans des galeries d'art contemporain qui font des foires d'art contemporain, qui sont présentés dans des musées d'art contemporain. Mais la plupart des artistes ne seront jamais présentés vivants, ne seront jamais présentés au musée. Ils n'auront jamais l'accessibilité au musée. Et c'est là que c'est très intéressant, c'est que finalement, celui qui fait l'œuvre d'art, c'est autant l'artiste que le musée qui tient les passeaux et qui devient prescripteur de la valeur artistique. D'accord, on va voir. Le musée, c'est celui qui détermine. C'est le panthéon finalement où les artistes, c'est un peu la voûte céleste de Platon. C'est ça. On est accroché là-haut et c'est là. C'est le but ultime de tous les artistes. C'est le MoMA, Pompidou, la Tate moderne. Ah ok. Alors 1945 apparaît donc cet art contemporain et je suis certain que parmi les auditeurs il y a plein de gens et même moi quelquefois ça a été mon cas où je me suis dit c'est quand même un art qui est assez difficile à appréhender, un truc un peu intello.
où on a du mal à comprendre le prix qui est associé à ces œuvres qui paraissent quelquefois, comme je l'ai dit dans l'introduction, moches, complètement inutiles, et puis réservées, ou avec des gens qui se prennent un petit peu la tête devant un truc. C'est un peu ça l'image de l'art contemporain aujourd'hui. C'est quand même l'art contemporain, la meilleure façon de montrer qu'on a de l'argent sans le dire. C'est quand même la meilleure façon de montrer qu'on a de l'argent, mais surtout de dire qu'on a du goût. Ouais. C'est aussi ça. Ouais. C'est aussi ça. Il y a du bling-bling, mais c'est un bling-bling un petit peu sophistiqué. Alors c'est un bling bling, ça peut être un bling bling sophistiqué. Je me rappelle qu'il y a une petite anecdote rigolote. C'était, j'avais travaillé avec un type qui était assureur. Et il me dit, écoute, on va annoncer une bonne nouvelle à cette dame qui s'était fait voler son tableau de Vlaminck. Et je viens lui dire qu'effectivement elle est responsable d'à peu près rien, que le tableau était remboursé, que le tableau est assuré, qu'on va lui rembourser. On tape à sa porte. Je suis mon ami. Il me dit, tu veux m'accompagner? Bien sûr, avec plaisir. Je viens, t'es sûr, ça gêne pas? Il me dit non, viens, ça va pas durer longtemps. On lui donne son chèque, elle va être hyper contente. On y va, on est reçu, elle est hyper content. Une banane, bonjour, j'ai une super bonne nouvelle pour vous, chère madame, asseyez-vous, qu'est-ce que c'est? Eh bien, je viens vous rembourser votre tableau. Et là, la dame, elle se met en colère, elle prend le chèque, elle le met au-dessus de la cheminée et elle répond à l'assureur, qu'est-ce que vous voulez que j'en fasse? Ouais, c'est vachement bien. C'est vachement bien, mais c'est aussi ça. C'est-à-dire que les œuvres d'art, je te l'ai dit tout à l'heure, elles sont amoncelées, échangées, vendues, collectionnées pour des raisons financières, c'est incontestable, pour des raisons sociales, mais aussi pour des raisons artistiques. Généralement, c'est un petit peu des trois. Nous, on est spécialisé en investissement, on est là pour donner de la visibilité quant aux actifs de nos clients, mais on est aussi là pour répondre positivement à leurs besoins, à leurs goûts, et on les accompagne aussi dans leur collection. Ouais, mais on va le voir. Vos clients ne disposent pas des œuvres chez eux. Vous avez un système très particulier où vous fragmentez finalement l'achat d'œuvres absolument exceptionnelles. On en reparlera tout à l'heure. Mais on est peut-être plusieurs centaines à acheter cette œuvre ensemble. On peut être plusieurs dizaines, plusieurs centaines tout à fait à co-acheter une œuvre à travers du financement fractionné. Et vous achetez du Warhol, du Picasso, c'est des trucs incroyables. On achète inaccessible, on donne accès à une qualité d'investissement à des clients particuliers, même s'ils sont pas François Pinault. Et comme tu disais, il y a aussi, ça devient un art qui devient de plus en plus politique. Banksy, par exemple, qui est devenu une sorte de figure qui se monnaie plusieurs dizaines de millions de dollars maintenant, il y a un message politique derrière. C'est-à-dire que acheter un Banksy, c'est aussi participer à un mouvement, c'est une déclaration politique, peut-être, certainement. Alors l'art n'a jamais été dénué ou décorrélé des considérations de leurs époques. Il y a quelques années, pendant le Covid, on s'intéressait à une certaine catégorie d'artistes. On a beaucoup mis en avant, et à juste titre, des artistes afro-américains qui étaient complètement en retrait. On s'est intéressé aux artistes femmes par la suite, etc., etc. Toutes les considérations sociales et politiques font partie intégrante des préoccupations des artistes. Mais attention, lorsque vous vous intéressez à une œuvre d'art en raison d'un fait d'actualité, c'est rare que vous achetiez Guernica. Guernica est acheté... Guernica, c'est suite au bombardement au Pays Basque, dans le Pays Basque, etc. Par les phalanges fascistes, appuyées par l'aviation allemande. Exactement. Qui va bombarder ce village de Guernica au nord de l'Espagne. Exactement. Dans le Pays Basque, toutefois, l'œuvre tient en tant que telle et la considération politique pourrait presque être effacée devant le sublime de la peinture. Et le aussi le côté gigantesque. Donc toi, t'es là, Reina Sofia. Il y a beaucoup de gens qui le voient sur des livres de poche, qui ont l'impression que c'est des tout petits tableaux. C'est un tableau qui est immense. Ouais. Voilà, donc c'est bien que je vois que tu connais bien ce tableau-là. Écoute, je te remercie. Je te félicite, bravo, tout le monde ne le connaît pas. Donc je suis espagnol, donc c'est bien. C'est notre Joconde à nous, quoi. C'est bien. Oui, bien sûr. Bon, c'est un tableau fabuleux, mais au-delà de la considération politique de la création de Guernica, où un officier fasciste était allé voir Picasso en lui disant mais qui a fait ça? Et Picasso aurait répondu c'est vous. Excellent, c'est magnifique. Sauf que la peinture tient. Et aujourd'hui, si vous faites une œuvre politique sans considérer de manière importante la question de la forme autant que la question du fond, eh bien vous n'allez faire une œuvre en surface qui a de l'actualité mais qui n'aura pas de pérennité. Et tu me disais un truc très intéressant en préparant cette émission, c'est que pendant la période du Covid, on a vu émerger des artistes. Cette période du Covid, elle a aussi fait écho à Black Lives Matter,
et tout ça. Et on a vu émerger des artistes comme ça, un petit peu à la mode, afro-américains. Alors, à juste titre, il y avait une sous-représentation des artistes noirs américains et des problématiques liées aux artistes noirs afro-américains, etc. Donc, de les remettre en avant était plutôt quelque chose qui était juste légitime. Sauf que c'est comme toujours la même chose, quand il y a trop d'argent, on achète tout et n'importe quoi, et donc quand on se dit, tiens, il y a un gros manque, on cherche tout à essayer de le combler dans tous les sens. Donc, ça veut dire qu'à cette période-là, il fallait être afro-américain et tu avais beaucoup plus de chances de vendre parce qu'on comblait un manque qui, tout d'un coup... Et en fait, c'est des balanciers ridicules, un petit peu comme ça. C'est des balanciers ridicules, mais les artistes importants de ce mouvement existaient avant et existeront après la mode. À un moment donné, un artiste, il est plus afro-américain, il est artiste en tant que tel. Et on vient plus le qualifier ou le sous-qualifier. Il va prendre une envergure en étant qualifié d'artiste en tant que tel. Et effectivement, c'est à ce moment-là qu'on a les artistes qui rentrent dans l'histoire. Ouais. Ces artistes, il y en a qui, de cette période qui sont sortis du lot, qui sont restés, ou qu'est-ce qu'ils sont devenus ces artistes aujourd'hui? Puisque si tu me disais c'est moins la mode aujourd'hui, c'est plus le cas. Bon, Trump est au pouvoir, donc la société change. Qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? C'est quoi qui est à la mode? Eh bien, alors d'abord sur ces artistes afro-américains, pour une immense majorité d'entre eux, et encore une fois, un artiste comme David Hammons, on voit pas son marché baisser parce que c'est un artiste fabuleux hier, ça sera un artiste fabuleux demain, et c'est probablement le futur Basquiat. Wow. Je vous envoie une pépite là, c'est que je pense que le David Hammons est probablement le futur Basquiat. On montrera des images pendant que tu parles. Avec joie, vous verrez, c'est un artiste absolument extraordinaire. Vous avez peut-être vu pour nos amis français à la Fondation Pinault, etc. C'est un artiste qui est très collectionné par les gens qui peuvent le faire. Ça coûte quoi aujourd'hui un David Hammons? Ça peut coûter plusieurs millions d'euros. Il y a quelques pièces en quelques centaines de milliers, mais la plupart du temps, on a affaire à des œuvres en millions. Mais on est très loin des 100 ou 150 millions de dollars qu'on peut avoir sur un beau tableau de Basquiat. Basquiat, c'est vraiment le nouveau Picasso. Aujourd'hui, c'est le Graal. Ouais, aujourd'hui, c'est le Graal. Alors, avec une petite particularité, c'est que Picasso, il a réalisé combien? 45, 50 000 œuvres. Donc, on a affaire à un artiste extrêmement prolifique, avec un volume transactionnel qui est capable d'alimenter le marché. Je pensais pas qu'il avait en effet autant. Basquiat, il y a quelques milliers de pièces et il y a quelques centaines de tableaux. Il y a la notion de rareté qui rentre en jeu. Et donc, il y a une notion de rareté qui rentre en jeu. Mais si tous les milliardaires possèdent un Basquiat, un ou deux, à un moment donné, le marché n'existe plus parce que ces gens-là n'ont qu'une espèce d'intérêt de séparer d'un tableau. Ils l'ont peut-être acheté 100, même s'ils vont le revendre 200, ils vont se retrouver comme avec l'assureur avec un trou dans leur mur. Ouais. Donc, ils ont moins intérêt à opérer des transactions sur ces artistes plutôt qu'à acheter, accumuler et à surtout pas vendre. Donc, on voit une baisse de la qualité de ces œuvres disponibles sur le marché et en même temps une augmentation mécanique du prix de ces artistes. Ouais, mais il y a de plus en plus de milliardaires, donc ils ont tous besoin de leur Basquiat. Tu sais, ça me fait penser au Bitcoin. Et donc, tu vois une augmentation mécanique des prix vers le haut sur ces très grands artistes. J'espère qu'on reviendra sur ce point tout à l'heure parce que, en termes de marché, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Je serais ravi de te le partager tout à l'heure. On va en parler, ouais. Et donc, on disait, non, ça me faisait penser au Bitcoin où au début, tout le monde s'en fichait. Et puis, les gens qui avaient de l'argent, il leur fallait un Bitcoin. C'est-à-dire que c'est Bitcoin holder. J'en ai un. J'en ai pas une fraction. J'en ai un entier. Donc, ça vaut aujourd'hui à peu près $100 000. Donc, si tu as de l'argent, tu es propriétaire de l'intégralité d'un Bitcoin et pas une fraction de Bitcoin. Ça craint vraiment. Si tu as une fraction de Bitcoin, il faut être. Ça me fait penser un petit peu à ça, ce que tu disais. Oui, t'as raison. Et puis notre activité, dans ce sens, il y a une idée comme celle-ci, c'est qu'effectivement, le grand collectionneur qui a des millions, il peut s'acheter des bitcoins. L'investisseur n'a pas accès à ce marché. Non. Par contre, s'il peut acheter des fractions de bitcoin, eh bien, il a accès à un marché qui lui était interdit autrefois. On peut tous acheter 0,01% de et voilà. Bitcoin. Eh ben, nous, c'est ce qu'on a essayé de faire sur le marché de l'art. Alors, le marché de l'art, je le disais en intro, c'est une pièce qui est bien rodée, avec des acteurs qui jouent toujours les mêmes rôles. Si on sait lire la partition. Et voilà. Et donc, en préparant cette émission, et tu m'as expliqué, et moi j'ai halluciné parce qu'en fait, je me suis rendu compte que je connaissais pas du tout. Donc, bon, il y a l'artiste. Tiens, d'ailleurs, je te propose un petit jeu, puisqu'on s'adresse à une audience qui plutôt de start-upers, d'investisseurs dans la tech. On va essayer de faire un parallèle
entre ce monde-là de l'art et le monde des startups. L'artiste, c'est quoi? C'est le fondateur, c'est le start-upper. Ouais, c'est plutôt la jeune entreprise. Voilà. C'est plutôt la jeune entreprise qui débute. Il est souvent fauché au début. C'est ça. Mais il est super passionné par ce qu'il fait. Petite anecdote, il y a beaucoup plus de liens entre les artistes et les chefs d'entreprise que les gens peuvent le penser. Quand t'es artiste, tu vends pas, tu gagnes pas. T'innoves pas, tu fais rien. On t'a des expos une fois tous les 2 ans. Entre-temps, tu bouffes des pâtes. Ça a pas marché. Bah, T'es mal, mais t'as quand même des frais, tu dois payer ta production, tu dois payer ton atelier, tu dois payer plein de choses, etc., etc. Donc ça, c'est proche du fondateur, en fait, de startup. Il est hyper proche. C'est un vrai entrepreneur de quelqu'un qui a une idée que personne attend. Visionnaire aussi. Visionnaire que personne attend. C'est-à-dire que nous, avant d'inventer Matisse, si tu veux, il y a personne qui disait tiens Matisse, je ne pensais pas Matisse. Et puis maintenant, on arrive et on devient une sorte de référence, indispensable pour beaucoup de nos partenaires. Mais fondamentalement, l'artiste, on ne disait pas avant que Picasso arrive, j'attends le nouveau Picasso. Ouais. Il est arrivé. Il s'est rendu indispensable, et puis il y a eu un marché, puis ça a fonctionné, etc., etc. Mais ça fonctionne, c'est bien, ça fonctionne pas. C'est pareil, on met la clé sous la porte et puis on fait autre chose, quoi. Ouais. Ok, donc ça c'est l'artiste. Et puis il y arrive, mais il n'y arrive pas non plus tout seul. Il y a le galeriste. Alors le galeriste, il est fondamental parce que c'est une clé de la promotion. En gros, ce qu'on demande à un artiste et ce dont il a besoin, c'est de produire. Pour produire, soit il a un petit peu de cash initialement et il utilise son cash pour avancer les frais de production, soit il l'a pas, il demande au galeriste d'avancer une partie de la production, un petit peu comme un banquier, et de lui vendre ses pièces. Donc le galeriste, ça serait le VC en fait dans le monde des startups, ou est-ce que ça serait l'accélérateur? Non, c'est plutôt le VC. C'est plutôt le VC. Précide quoi, le VC très early stage. Oui, parce que on peut dépenser de l'argent pour payer. Par exemple, tu fais une exposition de photos, tirer une photo, ça peut coûter 1000, 2000, 3000 euros. Donc quand tu tires une photo 3000 balles, mais ton artiste qui a fait sa photo, combien t'achètes cette photo? De facto, tu l'achètes au moins 3000 qui est le coût de production, puis ensuite le coût du cadre, puis ensuite le coût de la galerie, du loyer, de la personne qui va la vendre. Et donc, si t'as pas 15 ou 20 000 balles, même si t'es un jeune artiste, tu peux pas jouer. Donc ça, c'est quand même un truc qui est assez particulier parce que nous, en tant que collectionneurs, l'accessibilité à l'œuvre d'art n'est pas du tout la même que celle de nos parents ou nos grands-parents qui pouvaient se constituer des collections d'œuvres. Autrefois, un médecin qui gagnait un petit peu sa vie mais qui n'était pas un grand spécialiste, qui faisait fortune, est un type qui pouvait se constituer une collection d'œuvres d'art d'artistes très sérieux, d'œuvres de Onkawara, Daniel Buren, Donald Judd, etc. Aujourd'hui, si tu peux pas dépenser entre 10 et 20 000 euros par artiste, par œuvre et par jeune artiste, bah tu peux pas te constituer de collection. Et 20 000 balles par pièce, ça va vite. Donc et dans ce rôle du galeriste, et on l'a rapproché du rôle du VC, early stage, donc il prend un risque et donc il sélectionne. Ça veut dire que comme un VC, il a une thèse aussi comme un VC. Oui. Alors après, il sélectionne pas que le doigt mouillé au vent. Il s'appuie sur le potentiel intérêt que peut recevoir ces artistes auprès des collectionneurs et donc ils vont justifier un prix en fonction de la renommée de l'artiste. Et donc la meilleure façon de vérifier la renommée de l'artiste, c'est de connaître et d'étudier sa proximité avec les musées, parce qu'un artiste qui sortirait des Beaux-Arts, qui aurait fait un atelier dans un musée, un institut, une fondation, qui verrait cette pièce intégrée à un musée, qui ensuite, etc., serait visible à l'occasion d'une exposition, eh bien, ça donne déjà un petit peu de matière aux galeristes pour dire, bah, attendez, regardez l'artiste, là, il vient de débuter, il est déjà dans un musée, vous ne devriez pas passer à côté du nouveau Picasso. Bon, le collectionneur, lui, c'est facile, c'est le client, quoi. C'est le marché, quoi. Finalement, c'est le collectionneur qui décide d'acheter, c'est lui qui transforme cet investissement. Oui, mais c'est pas si facile que ça. Okay. C'est-à-dire que il y a plusieurs types de collectionneurs. Évidemment, il y a le collectionneur qui va venir, il aime une pièce, on va lui donner accès à cette pièce. Mais la plupart des œuvres d'artistes un peu hautes dans des grosses galeries, même sur des œuvres à quelques
milliers ou des dizaines de milliers d'euros, eh bien, on va difficilement y avoir accès. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'en fait, on va pas te la vendre. Tu sais, c'est cette phrase de Ferrari, combien tu produis de voitures tous les ans? Une de moins que demande le marché. Ben là, c'est un petit peu la même chose. Le travail du galeriste, il va organiser la promotion d'à côté, mais en même temps la rareté aussi. Il va organiser la rareté. Okay. La rareté, c'est le storytelling de ce marché. Ça veut pas du tout dire que le marché est rare en œuvre. Ça veut dire qu'il y a une organisation de la valeur en fonction de la rareté aussi. Donc, on peut tout à fait imaginer un marché où il y a des demandes de collectionneurs, mais manque de peau, eh bien, ils n'ont pas accès à la pièce parce que tout est vendu. On peut tout à fait imaginer une pièce de cet artiste qui passerait en vente aux enchères, mais les collectionneurs qui n'ont pas accès aux œuvres, ni à cette expo, ni à celle d'après, parce qu'il y a une liste d'attente de 50 clients, et puis, pour avoir accès à l'œuvre, avant d'avoir acheté celle à 20 000, qui est le cadeau qu'on te fait, bah, t'achètes celle à 100 et celle à 200 de l'artiste qui coûte un petit peu trop cher, et qui finalement, tu voulais pas tellement. Et puis, si tu veux acheter une pièce de cet artiste à 20, en fait, on n'achète pas un. T'en achètes deux parce qu'on te demande si t'as des liens avec des musées, des institutions, et on te dit, bah, vous allez en donner un à un musée et vous allez avoir le droit d'acheter l'autre. Wow. Donc, l'artiste travaille avec un galeriste qui, s'il fait bien son travail, a une capacité à l'envoyer en l'air de concert avec les institutions culturelles. Et c'est là qu'on commence à voir les ficelles. Là. Et c'est là qu'on voit les ficelles, et de concert avec les institutions culturelles qui, elles, ne sont coupables d'à peu près rien. Mais si elles veulent avoir la possibilité d'exposer des œuvres de ces jeunes artistes, eh bien, elles sont obligées d'accepter ce don de ce riche collectionneur, qui évidemment va se servir de ça pour faire valoriser les œuvres de sa propre collection, mais également valoriser le stock de la galerie qui, on le rappelle, les 20 premières œuvres, il se les a peut-être gardées. Sauf que ça valait 20, lui, il les a touchés à 10, mais si maintenant ça en vaut 60 parce que la pièce est passée en vente aux enchères, que tous les collectionneurs derrière sont chauffés à blanc, eh bien, ils les ont payés 60, mais potentiellement ce que tu avais acheté 10, ça vaut 60. Multiplié par 20 pièces, tu vois arriver le bénéfice. Ouais. Donc, en fait, c'est pas le client, tu as raison, c'est en fait plus l'investisseur un peu plus late stage, qui est maqué. Il y a plusieurs types de clients. Il est maqué avec l'investisseur early stage, et donc on est dans une sorte de chaîne de valeur où tout le monde a intérêt, comme un peu dans une pyramide de Ponzi, à faire monter la valeur. Alors ça, c'est très clair, très clair. Toutefois, tout le monde n'a pas accès à ce type d'information, et pour ça, il faut être souvent grand collectionneur de la galerie, il faut être respecté pour la collection et la qualité de la collection qu'on a. Il faut souvent. Donc c'est un métier de réputation. C'est un métier de réputation. Alors, les maisons de vente, on en connaît deux très connues, Christie's et Sotheby's. À Drouot, en France, on a la française institution Drouot qui compte pas de la même façon, évidemment, mais elle a tu sais, ça c'est très français. On a créé une marque fabuleuse, mais on est incapable de l'internationaliser. Oui, mais en même temps, en préparant... Et tout le monde connaît Drouot, dans le monde entier. Tout le monde connaît Drouot. Bon, c'est peut-être moins sur de l'art contemporain. Non, quasiment pas. C'est négligeable. De l'art. Mais en même temps, en préparant l'émission, j'ai découvert un truc incroyable. C'est que Christie's appartient à Pinault, et que Sotheby's, si on tentait qu'on considère qu'il est français... Patrick Drahi, quand même, si. Patrick Drahi. Ouais, bien sûr. Voilà. Et donc, en fait, a une partie importante de Sotheby's. Donc, la mafia française est quand même bien là. Alors, les Français sont des gens qui ont dominé le monde pendant ces 300 dernières années, à l'exception de ces 50 dernières années, quand même. Donc, on a affaire à des gens qui, étant les plus riches et ceux qui gagnent des guerres, on crée des œuvres, donc on a le réservoir d'œuvres d'art, et donc on a les experts qui sont formés, on a les collections qui sont formées, on a les marchands qui sont aguerris, et en France, il y a une tradition de la collection qui est centenaire, qui existe depuis bien plus longtemps que dans d'autres pays, et donc on a, dans le monde entier, une qualité d'expertise extrêmement forte chez des Français et chez des Italiens, par exemple. Mais c'est les maisons de vente, tu as prononcé le mot, c'est, pour moi, dans cette chaîne, si je continue mon parallèle avec le monde des startups, pour moi, c'est les banquiers d'affaires. C'est ceux qui organisent les ventes, c'est ceux qui sont dans les transactions, et c'est très intéressant ce que tu disais, parce que finalement, aujourd'hui, où est-ce qu'on trouve ces maisons de vente? Dans les places où il y a des banques, c'est-à-dire Londres, New York, Hong Kong. Ils sont comme les banquiers qui organisent les ventes, les M&A ou les IPO. Alors, ils sont là aussi parce que les clients.
Ouais. Ils sont là aussi parce qu'il y a les clients, ils sont en train de retirer un petit peu leur position sur les places asiatiques parce qu'il y a un petit peu moins de clients, ils essaient d'aller plutôt dans les Émiratis parce qu'il y a davantage de clients, etc., etc. Donc ils suivent les acheteurs et les vendeurs. Voilà, ça c'est intéressant. Et là, ton parallèle avec le côté banquier, il est intéressant parce que il y a une idée d'être un peu grossiste comme ça, d'être une place de marché où toutes les œuvres se rencontrent, elles s'échangent, elles se vendent. Mais là, vraiment, où le parallèle est juste, c'est que les galeristes, les marchands d'art, ils immobilisent leur trésor, ils achètent des œuvres, ils vendent des œuvres, ils opèrent une opacité entre le prix d'achat et le prix de la vente et ils font des marges. C'est pas du tout le cas des ventes aux enchères. Ouais. Les ventes aux enchères ne sont pas des marchands. D'ailleurs, ce ne sont pas des vendeurs, ce sont des opérateurs de vente. On leur confie une œuvre à vendre, ils opèrent la transaction, mais ils sont responsables de pas grand-chose si la vente capote, par exemple. Ouais, mais on va le voir, en fait, que le truc est quand même vachement truqué. Oh, c'est dur. Ah non, mais attends, mais je vais te challenger là-dessus parce que il faut quand même que tu m'expliques ça. Les prix de garantie. C'est-à-dire que j'ai une œuvre, ok, le vendeur, Sotheby's ou Christie's, donne-moi cette œuvre, je vais opérer la vente, mais je te garantis un prix de 50 millions. Alors la garantie, ça va dans l'idée de la financiarisation du marché de l'art à un niveau mondial. Et ce prix de garantie, il n'est connu a priori de personne. Il est souvent proche de l'estimation basse. Le client qui accepte de vendre pour une œuvre entre 2 millions et 3 millions, il va souvent avoir une garantie aux alentours de 1,7 million, 1,8 million, 2 millions, mais peut-être parfois 2,2 millions, 2,5 millions. C'est le prix de réserve, quoi. Alors, c'est pas le prix de réserve. Le prix de réserve, c'est le prix minimum en dessous duquel tu ne veux pas vendre ton tableau. D'accord. La garantie. Celui-là, il est connu, le prix de réserve. Oui, il n'est pas connu, mais souvent, il touche à peu près l'estimation. D'accord. À 5 ou 10% près, et il touche l'estimation. Donc, le prix de réserve, ça, c'est, tu ne vends pas ton œuvre en dessous de 30 millions. Et ensuite, Sotheby's ou Christie's arrive derrière et dit, mais moi, t'inquiète, je te garantis que je vais le vendre 50. Alors, il va te le garantir, mais il te le garantit pas que comme ça. Les types sont pas fous. C'est-à-dire que s'ils immobilisent leur propre trésorerie, il faut qu'ils récupèrent leur cashback. Donc, il faut bien qu'ils vendent l'œuvre à un moment donné. Donc, il faut qu'ils trouvent quelqu'un qui vende plus cher, à qui ils vont vendre ça plus cher. Ou bien, ils font appel à un tiers garant, à des gens éventuellement comme nous, et ils nous disent, on a repéré cette pièce, on est en concurrence avec les maisons d'en face, l'œuvre, elle est estimée 2-3 millions. Est-ce que tu pourrais nous garantir un prix minimum auprès duquel tu achèterais la pièce? Alors nous, on regarde l'œuvre, on fait notre estimation, on se dit ouais, effectivement, c'est une pièce que je vais pouvoir vendre. Je pense qu'elle va s'être adjugée aux environs de 2,5 millions. Donc l'estimation est plutôt bonne. Si ça se vend 2,5 millions, moi je vais proposer un prix de garantie aux alentours de 1,8 ou de 2. Si l'œuvre est adjugée en dessous de 1,8 million, elle est pour moi. Si ça tape à 1,5, je paye 1,8. Si elle se vend 2 ou au-dessus des 1,8, alors dans ce cas-là, se met en place un partage de la marge. Mais l'œuvre est plus pour toi. Elle est plus pour moi, elle est pour l'enchérisseur qui a enchéri. C'est ça qu'il faut que les gens comprennent bien. C'est-à-dire que tu ne fais pas l'acquisition de l'œuvre. Dans ce cas-là, je fais pas l'acquisition de l'œuvre. Mais il y a un partage du spread entre les potentiels 2,5 millions où la pièce est vendue. Là, tu peux organiser. Attention, il y a des gens qui ont perdu beaucoup d'argent. Et chez les experts eux-mêmes, la dernière vente Sotheby's où ils avaient garantie maison, ils ont fait ce qu'on appelle une house guarantee. Ils ont garanti sur fonds propres une collection d'art ancien. La moitié de la collection ne s'est pas vendue. Ils se sont retrouvés avec 20 millions de dollars à décaisser auprès d'un vendeur, et eux, 20 millions de dollars de tableaux à refourguer qui ne valent pas 20 millions de dollars. Puisque le marché a dit qu'ils ne les valaient pas. Exactement. Donc attention, c'est un jeu dans lequel on peut gagner de l'argent, mais on peut aussi beaucoup perdre. La clé, c'est toujours la même, c'est l'estimation. Donc je disais, c'est un tout petit milieu avec il y a quelques grandes fortunes qui en ont fait une activité incroyable. Hein. Je pense à Saatchi, je pense à Bill Gates dans le domaine de la tech. Mais même François Pinault, qui est propriétaire via sa filiale Artemis de Bernard Arnault aussi, de Christie's, de Christie's, effectivement. Il y a un enjeu qui est réputationnel, qui est incontestable, c'est sûr, mais il y a aussi un enjeu financier.
Un enjeu financier, comme tu le disais, c'est un des marchés qui est le moins réglementé au monde. Il y a surtout aussi un sujet de défiscalisation, clairement. La détention d'œuvres d'art n'est pas taxée. La détention d'œuvres d'art n'est pas taxée, mais comme la détention de plein d'actifs n'est pas taxée dans plein de pays dans le monde. Non, mais ça rentre pas dans ton impôt Par exemple, pour l'assiette, pour les fortunes, ça rentre pas dans des assiettes taxables de la fortune, d'impôt sur la fortune. Ouais, donc ils expliquent que ce sont des grands mécènes et qu'ils sont amoureux de l'art, machin, etc. Mais c'est aussi une stratégie financière. Il y a aussi une TVA qui est plutôt avantageuse. Oui, elle est réduite. Elle est réduite sur les œuvres d'art, à la fois sur la détention, mais aussi sur la vente, voire même l'achat. On n'est pas sur du 20%. Elle est différente. Et puis, ils achètent des œuvres donc parce que ça leur permet de placer de l'argent, de défiscaliser, de jouer, d'optimiser, ce qui est tout à fait légal. Ça, c'est à travers les fondations. C'est à travers les fondations. Mais l'immense majorité des collectionneurs sont pas structurés sous forme de fondation. Ils achètent et ils ont un actif qui est improductif. Un client qui met 2 millions d'euros sur un tableau, il a une œuvre de Calder, ça travaille pas. Quoique, ça peut augmenter. Sur un marché haussier, c'est possible, mais attention. Si on n'est pas spécialiste de ce marché et qu'on n'y veille pas au grain, la capacité de perdre, elle est quand même bien supérieure à celle de gagner. Mais je parle de ces quelques milliardaires parce que j'ai découvert un truc absolument incroyable. C'est que bien évidemment que ces œuvres-là, ils en ont tellement qu'ils ne les utilisent pas. On parlait tout à l'heure de mettre ton monnaie dans le salon si tu as la chance d'être au début du XXe siècle et d'avoir... Pinot est un grand collectionneur et il vit avec ses tableaux. Mais il y a aussi une question d'utilité publique. Oui, non, mais bien sûr. Il y a ce qu'on appelle les ports francs. C'est quand même un truc incroyable. C'est-à-dire que l'œuvre est achetée à New York, elle reste dans un port franc, c'est-à-dire, en gros, une zone portuaire hyper protégée où les œuvres ne bougent pas, elles sont là-bas, elles ne transitent pas, elles ne sont pas utilisées. Il y a des milliers et des milliers d'œuvres dans ces bâtiments ultra protégés. Elles attendent juste à être revendues, à être réutilisées, peut-être exposées de temps en temps. Oui, alors en fait c'est des questions de TVA, c'est-à-dire que d'acheter une pièce et là, par exemple, la faire bouger de pays, ça fait de la TVA. Ça peut organiser de la TVA, donc il y a des questions d'importation temporaire, définitive. Quand on la met au port franc, effectivement, on n'en profite pas beaucoup. En tout cas, le collectionneur en profite pas, mais le marchand qui souhaite opérer une opération marchande, eh bien, ça lui évite à lui, pour le coup, de payer la TVA du pays. Je te donne un exemple. Lorsque tu es américain, que tu es new-yorkais, tu achètes une œuvre d'art, ramener la pièce à New York va te coûter 8%, c'est la New York Sales Tax. C'est une fortune, 8%. C'est-à-dire que le client qui a acheté l'œuvre de Basquiat à 100 millions de dollars, il doit payer 8 millions pour la ramener. Il a 8 millions pour l'avoir chez lui dans son salon à New York. Et sur un impôt improductif, c'est beaucoup. Alors si on a affaire à un marchand, il achète la pièce, il la colle pas à New York dans son appartement, il la met au port franc, ou bien il la fait venir en importation temporaire. Mais l'importation temporaire, elle a qu'un certain temps, et dans ce cas-là, comme les marchands de biens qui ont une TVA réduite, des frais de notaire réduits s'ils sont capables d'acheter et revendre avant les 2 ans, mais après les 2 ans, ils se font taxer plein pot. Voilà. Et puis il y a effectivement, comme tu le disais, des fondations qui sont là pour soutenir l'art contemporain et c'est vrai, ils le font parce que finalement ils gagnent, ils optimisent aussi cet argent et cette optimisation, ils la réutilisent pour soutenir aussi l'art. Mais 60% des donations sont déductibles des impôts. Et on comprend aussi que derrière ce mécénat, il y a aussi une logique financière et une logique très très intéressante, mais qui, je veux dire par là, qui échappe à nous, qui n'avons pas accès. En fait, on parle souvent d'optimisation fiscale de ces milliardaires, des choses comme ça. Oui, mais attention, le marché de l'art, 78% des œuvres s'échangent à moins de $1,000. 95% des œuvres s'échangent à moins de $50,000. Lorsqu'on s'intéresse à ce marché, on s'y intéresse toujours avec le prisme des valeurs des multimilliardaires. Mais l'immense majorité de ce marché s'opère sur des transactions beaucoup plus faibles. Par contre, il y a une espèce de marché qui est plutôt sécurisant, dont on entend un petit peu moins parler. C'est pas l'artiste qui valait 20 000 qui vaut désormais 1 million. C'est plutôt l'artiste qui valait 1,5 million il y a 3 ans, qui vaut 1,7 million
3 ans plus tard, qui est un artiste important, qui sera important demain, qui connaît pas de grandes variations financières, lui, on entend beaucoup moins parler que, effectivement, l'œuvre de Giacometti qui a été invendue chez Sotheby's pour 60 millions en disant, tiens, ça y est, le marché est en train de tomber, on n'a pas acheté ce tableau. Mais, enfin, cette sculpture, mais cette tête d'homme, elle valait pas 60 millions. Ouais, donc, qu'elle n'ait pas été achetée à 60 millions n'a rien d'extraordinaire. Par contre, à 50 millions, il y avait des acheteurs et le vendeur ne voulait pas accepter un tel montant. Il repartira avec son œuvre. Arnaud, toi, t'es arrivé comment dans ce milieu-là? J'ai eu la chance, un petit peu plus jeune, d'aller, beaucoup plus jeune maintenant, bientôt 38 ans, 39 ans bientôt. J'ai eu la chance plus jeune d'aller à Orsay avec mon papa. Nous sommes nés à Djibouti, mon frère et moi. On a grandi dans ce pays. Donc tu viens pas de la métropole? Non, pas du tout. Moi, je suis pas du tout issu de ce milieu, si vous voulez. Vraiment, mes parents, ils travaillent dans le bâtiment. Ils sont architectes. On travaille. J'ai grandi à Djibouti. J'ai vécu jusqu'à l'âge de mes 18 ans. Et puis un jour, il m'emmène à Orsay. J'avais jamais connu Paris. Il me dit, mais alors Paris, c'est ça. Il y a un truc extraordinaire à Paris. Les gens boivent des cafés, non pas l'un en face de l'autre, mais l'un à côté de l'autre, sur les trottoirs en regardant les gens passer. Ah bon, ça me paraissait complètement fou, des histoires comme ça. Vraiment, ça me paraissait surréaliste. Et puis, il me dit, bah tiens, je vais t'emmener au musée. Et puis je suis tombé complètement amoureux. T'avais quel âge là? Je devais avoir 16 ans, hein. Ouais. Je devais avoir 16-17 ans. Ça a été assez tard en réalité. Tu t'intéressais déjà à l'art ou pas du tout encore? Alors, je m'intéressais à l'histoire de France, à savoir ce qu'est être français dans un pays où finalement il n'y a pas grand-chose qui me rapprochait de ma civilisation et pourtant je me sentais pas particulièrement djiboutien. Donc moi, français dans ce pays étranger, qu'est-ce que c'est? Je m'intéresse à l'histoire, je lis Bellamy, on lit un peu Maupassant, un peu Balzac, etc., un peu Flaubert, une espèce d'image d'Épinal, 19e qui se met en place. Et puis quand tu vois où tu vas à Orsay, quand tu vas au musée, parce que t'as lu, tu le vois. Tu le vois sur les tableaux. C'est vrai alors. Tu dis c'est vrai. En fait, tu dis ça existait. Tu dis ça existait. Et puis tu sors de là, t'achètes un catalogue d'exposition. Et puis tu te rends compte que ces artistes ont existé parce que il y avait des marchands qui disaient j'ai vu le travail de Picasso et ce fut un coup de poing dans l'estomac. Et donc tu te rends compte que ces galeristes qui se sont battus contre le monde pour pouvoir imposer leurs goûts et ceux de leurs artistes, ce qui est plus le cas aujourd'hui. Attention, l'art contemporain frise l'académisme d'État. Mais autrefois, à la fin du 19e siècle, on a des arts qui sont beaucoup plus codifiés et on a affaire à des galeristes qui imposent leur goût et celui des artistes au reste du monde. Il y a un caractère missionnaire, messianique. Donc ces gens-là se retrouvent dans un système marchand tout de suite. Et moi, je me suis tout de suite intéressé aux œuvres et à ceux qui les vendaient. Et là, je suis rentré dans cette histoire absolument passionnante de ce marché, en travaillant en salle de vente aux enchères, en galerie, en France, à l'étranger. Et je me suis dit, mais c'est évident, je vais en faire mon métier. J'ai fait des études d'histoire de l'art pour savoir parler. Tu d'étudier l'histoire de l'art? Oui, pour savoir parler des œuvres d'art. Ça me paraît évident et nécessaire dans cette activité. On vend pas des tapis. Mais là, déjà, tu te dis, là, tu décides, tu te dis, je vais faire mon... Ah non, pour moi, c'est très clair. Ah non, j'ai 20 ans, je sais déjà ce que je veux faire. Tu veux faire quoi? Je veux rendre accessible et l'estimation, la valorisation de l'œuvre. Et si on peut en faire profiter les copains, on le fait. Très clairement. Je fais des études d'histoire de l'art pour savoir valoriser un artiste plutôt qu'un autre, l'importance de l'œuvre dans son histoire, dans l'histoire de l'artiste et dans l'histoire de l'art. J'ai fait des études de marché de l'art pour savoir les acheter, pour savoir les vendre, connaître leur valeur non plus artistique, mais une valeur désormais financière. Et puis j'ai fait des études de finance, des études de gestion de patrimoine pour les replacer dans le patrimoine global d'un client, parce que j'avais bien conscience quelque chose qui est évident, c'est que le patrimoine d'un client, il évolue en fonction de ses aspirations. Quand on a mangé, on a bu, qu'on a une voiture et un appartement, on veut le meubler, on a on a des murs qui crient famine, on veut acheter des œuvres, et c'est à ce moment-là que je vois ces clients arriver dans des galeries et qui demandent si ce qu'ils achètent, ils l'achètent plutôt bien et s'ils font un achat qui est pas trop con, et c'est là qu'on leur répond, mais madame, mais monsieur, achetez avec votre cœur. Et là, je sais que c'est pas possible. Je sais que il manque un trou dans la raquette
et que c'est un marché qui est adressé de professionnels à professionnels qui ont un tout autre discours. Parce que tu penses bien qu'un galeriste qui met 3 millions pour acheter un tableau, il se pose moins la question de savoir s'il aime l'œuvre que combien de temps il va le garder et combien il va faire de plus-value. Mais par contre, le discours qui est tenu aux particuliers n'est pas là. Et donc, comment, en tant que particulier, surtout moi qui faisais pas partie de ce monde, avoir accès à cette qualité d'information, d'expertise et cette accessibilité réservée aux professionnels? Impossible. Impossible. Et c'est là que je suis arrivé. Ouais, mais avant ça, il y a une anecdote. T'as 22 ans. Elle est terrible. Mais ouais, mais il faut la raconter. Je vais voir un très grand marchand français, quelqu'un qui vend des Picasso, qui a pignon sur rue. Et alors c'est un peu personnel, hein, mais il me dit, je dis que je veux faire ce métier, je suis fou de tableau, ça m'intéresse. Il voit que je suis un petit peu malin, que j'ai de l'expertise sur certaines œuvres. Il est un peu étonné. Tiens, vous connaissez ça, très bien. Et il me dit, très bien, moi je veux bien vous prendre en stage, ou est-ce que vous voulez travailler avec moi, etc. Je dis, je serais très honoré. Et puis il me dit, mais d'où venez-vous? Alors je lui dis que je viens de Djibouti, mais Djibouti, vos parents sont aristocrates, c'est des grands voyageurs. Je dis, non, pas vraiment. Est-ce que vous êtes parisien? Non, pas vraiment. Est-ce que vous êtes homosexuel? Toujours pas. Juif, peut-être? Pas encore. Et là il me dit, mais désolé monsieur, quittez ce métier, il n'est pas fait pour vous. C'est la pire des choses qu'on peut dire à quelqu'un, et pas que dans cette activité, dans à peu près n'importe quelle activité. Je pense souvent qu'il faut faire ce qu'on aime faire, parce qu'on fait toujours mieux, et faire ce pourquoi on est bon. Mais on ne peut pas casser les rêves des gens. Il n'y a aucun talent qui est créé en faisant quelque chose comme ça. En gros, il t'a expliqué que tu n'avais pas ta place ici, quoi. Ni ici, ni ailleurs, oui. Ni ici, ni ailleurs. Oui. Et moi, Mais j'avais une prof de maths qui m'avait dit, Arnaud Dubois, vous êtes mauvais, même le ballet, j'espère que vous saurez le passer, un truc comme ça. Donc finalement, c'est pas très grave. C'était pas la première fois. C'était pas la première fois. Mais moi, je pense très honnêtement que on va parler de Matisse et de ce que tu es en train de faire avec François. Je pense que cette anecdote, elle est super importante dans cette. Je comprends ce que tu dis dans le côté. Oui, je voulais aussi donner accès. Il y a un caractère un peu revanchard chez moi. Hein. C'est incontestable. Hein. Clairement. Bien sûr. Et est-ce que à l'époque, j'ai une question un peu personnelle. À 22 ans, dans cette anecdote-là avec ce galeriste, est-ce que tu portais cette moustache? Alors, je portais pas cette moustache. J'ai commencé à porter la moustache le jour où, mais ça c'est très français, c'est encore une histoire très française. Le jour où quand j'ai commencé à travailler, j'étais pas trop mauvais. On arrivait avec des plus-values, mais stratosphériques pour des clients. Et de gagner la confiance de partenaires ou de clients à l'âge de mes 26 ans, c'était très difficile. Ça t'a aidé? Et en fait, je me suis rendu compte qu'en me laissant pousser la moustache, les gens me parlaient d'à peu près de rien d'intéressant, mais ils me parlaient de ma moustache. Et donc finalement, la question de l'œuvre d'art et de la discussion se focalisait davantage sur cette pilosité au-dessus de mes lèvres, plutôt que finalement de pourquoi est-ce que je pense que c'est un bon achat et comment je vais faire pour réaliser votre plus-value. Voilà. Mais du coup, peut-être que j'en suis un peu enfermé aujourd'hui, mais j'ai appris à l'aimer et elle plaît à mes clients et à d'autres personnes, donc c'est tant mieux. Mais dans ta façon de parler et dans ta façon de te comporter, t'as adopté, et cette moustache, elle est absolument presque aristocratique. Et moi, je trouve ça génial. Dans le costume, je l'avais déjà avant. Je suis né vieux con. Ok. Non, je sais pas ce que je suis en train de dire. Mais en fait, moi, je la vois, cette moustache, aujourd'hui, un peu comme un pied de nez aussi, à ce monde, parce qu'avec Matisse, ce que vous êtes en train de faire, c'est de dire, ok, vous m'avez pas voulu, vous m'avez fermé la porte, claqué la porte au nez un petit peu comme ça, avec beaucoup de mépris, même pas un peu, beaucoup de mépris. Et aujourd'hui, je vais revenir comme un entrepreneur où je vais analyser le modèle et je vais hacker, comme je l'ai dit dans mon introduction, le système. Parce que Matisse, ce que vous avez dit, c'est que on ne va pas révolutionner ce monde, il ne va pas changer. Mais ce qu'on peut faire, c'est syndiquer en fait les gens pour pénétrer dans ce monde, qu'ils ne le veuillent ou qu'ils ne le veuillent pas, parce que on a une force de frappe financière. Ce que vous avez fait, c'est que vous avez fragmenté l'achat d'œuvres d'art. On fait deux choses. Ouais. Alors, t'as raison, et pour le coup, alors ça peut paraître un petit peu prétentieux, je présente mes excuses à tous ceux qui pourraient le croire, ça ne l'est pas, mais
l'étude précise de ce marché nous a conduit à tirer des conclusions et à se mettre en action d'une façon telle qu'on est en train d'inventer la voiture à l'époque de la calèche. Très clairement, c'est ce qu'on est en train de faire. Parce que ce monde, il est pas professionnel, il est pas organisé. Alors, il est pas organisé de la même façon. Alors, je dis pas que c'est des gros nazes. Non, je dis pas que c'est des gros nazes, mais effectivement, il est beaucoup plus. D'ailleurs, c'est un marché sur lequel il y a moins de 1% de dette. Donc, c'est un marché qui est économique et pas financiarisé. C'est déjà un marché qui a un train de retard qui est énorme par rapport à n'importe quelle industrie dans le monde. 1% de dette dans le marché de l'art, c'est un marché qui est. Et aussi, du coup, ça en fait un marché très sain. 1% de dette. Ça n'existe pas, il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de dette. Ils utilisent leur argent. Leur cash. Ils ne lèvent pas d'argent, ils n'utilisent pas la dette. Tu peux pas bancaire. aller voir un banquier pour dire, madame, monsieur le banquier, faites-moi un prêt pour acheter le Picasso. Ouais. Ça n'existe pas. Okay. Mais pour notre activité et là où on est en train de disrupter, probablement, le marché et la façon dont le marché est fait. À la fin du 19e, on avait l'habitude de dire qu'un galeriste, il gagnait de l'argent en achetant et en vendant des tableaux, mais il faisait fortune en les gardant. Aujourd'hui, le coût de garder des œuvres est tel face à un coût de la vente, un coût de la promotion, de la distribution, que garder les œuvres est d'un côté impossible, mais sur un marché qui est pas nécessairement en immense croissance. Mais qui est lourd, hein, quand même. Ah oui, c'est un marché 30 milliards. Plus que ça, c'est un marché, il y a 2800 milliards d'œuvres d'art détenues chez les particuliers dans le monde. 2800 milliards d'œuvres d'art détenues chez les particuliers dans le monde. 2,8 trillions, comme on dirait aux Exactement. États-Unis. C'est colossal. 2,8 trillion. Ouais. Donc c'est un marché qui est colossal et beaucoup plus vaste et étendu que les gens peuvent le penser. Mais c'est un marché cashless et asset strong. C'est-à-dire que, pardon, faut filer. Là, on les va gens se faire défoncer par François ont... le Français, là, va venir et va nous dire que je comprends rien, cashless. Là, ils n'ont pas de, il y a pas de trésorerie dans ce marché. C'est dur de trouver du cash pour acheter les tableaux. Mais il faut vendre des tableaux pour avoir du cash pour en acheter d'autres. Pour en acheter d'autres. Donc, vous voyez, il y a cette espèce de truc comme ça qui se met en place. Et les prix augmentent. Et les prix augmentent. Donc, ça devient de plus en plus dur. Notre activité, elle a apporté 2 révolutions. La première, c'est de donner accès à une classe d'investissement à des clients particuliers extraordinaires auxquels ils n'avaient jamais pensé avoir accès. C'est François qui avait peur de pousser la porte de cette galerie et qui, de toute façon, ne poussait pas la porte de la bonne galerie. C'est François qui mettait 20 000 € pour acheter une œuvre d'un artiste contemporain qui potentiellement vaudra 2000 balles ou 100 000, mais il y a plus de chances qu'il en vaille 2 ou 0 dans 5 ans. Versus avec ces 20 000 €, tu peux acheter une part d'un tableau de Picasso qui vaut 5 millions. Et je ne sais pas où sera l'action Tesla dans 10 ans, mais je sais que dans 100 ans, on continuera d'acheter et vendre des Picasso. Mais vous les gardez combien de temps ? Et c'est là la deuxième partie qui est probablement plus maligne que la première. On a dit tout à l'heure que dans le marché de l'art, il y avait moins de 1% de dette. Ça veut dire que les marchands d'art sont les gestionnaires de leur propre patrimoine. Alors, je vais donner une idée, un exemple. Un petit mobile de Calder comme ça vaut à peu près donc de 12 cm de haut, de la fin des années 50, ça vaut entre 250 et 350 000 $. Donc, quand tu fais une exposition Calder, tu prends une table et t'en mets 4, 5, au moins, faut les trouver. Ouais. Mais 4, 5 sur la table, tu mets une expo, tu mets pas mal de, comment ça s'appelle, tu mets des mobiles, des standing mobiles, des hanging mobiles, etc. Donc tu mets des œuvres et globalement, tu as une exposition qui va te coûter assez vite 30 millions € si tu as immobilisé ton cash pour acheter les œuvres. Dans un marché où il n'y a pas de dette, on a affaire à des galeristes qui sont les gestionnaires de leur propre patrimoine. Et c'est là qu'on intervient. Nous, on a fait acheter des pièces à nos clients. C'est quoi le discours qui est le nôtre ? C'est de dire auprès des clients particuliers, vous avez accès, grâce à un investissement fractionné, à une qualité d'investissement exceptionnelle auquel vous n'avez jamais eu accès avant. Mais il est aussi de dire auprès des professionnels du marché de l'art, désormais, on va vous confier des pièces, des dizaines de millions, des centaines de millions d'euros d'œuvres d'art, sans que vous ayez décaissé le moindre euro, autant dire sans que vous ayez pris le moindre risque de portage. On va venir donc tu deviens intéressant pour les galeries, votre bilan. Ouais. Mais évidemment qu'on devient intéressé pour notre bilan. Et donc ça répond à ta question. Combien de temps l'œuvre reste chez nous ? Alors d'abord chez nous, elle c'est reste... de la promotion en fait. On est là pour rendre
fluide des investisseurs qui ont du cash, une œuvre d'art qui a pour vocation de terminer chez un collectionneur qui va lui être vendu par un galeriste. Il y a le marché de l'art, c'est 3 métiers: sourcer, acheter, vendre. Nous avons une capacité de sourcing, nos clients ont des capacités de financement, les galeristes ont des compétences de distribution extraordinaires, mais ça leur coûte beaucoup d'argent. Désormais, ils n'ont ni à sourcer, ni à acheter. Ils font leur métier finalement. Ils font leur métier. Tu prends des très grosses sociétés comme Uber, comme Airbnb, comme Booking, comme Amazon, etc. Le point commun de cette société, c'est free cash. C'est qu'ils ne possèdent rien. Ils ne possèdent pas d'assets. La conviction qui est la nôtre, c'est que le grand marchand d'art de demain, il ne possède rien. Il n'a pas besoin parce qu'il y a d'autres personnes dans la chaîne de valeur qui font ce travail-là. Qui font le boulot, travail c'est de promouvoir et de vendre, en fait. Exactement. Okay. Et c'est en ce sens qu'on est en train de changer fondamentalement les habitudes centenaires des galeristes. Désormais, on peut être galeriste sans être multimillionnaire en amont et avoir 100 millions de cash flow pour pouvoir acheter et vendre des tableaux. Désormais, les compétences et la relation et le talent du vendeur et d'organisation, donc en fait d'un entrepreneur, est possible sans avoir la trésorerie. Et ça, c'est une révolution pour le marché de l'art. Ça accélère la liquidité de l'œuvre, ça, tu le sens Du coup, ce qu'on observe, c'est que ces gens-là qui sont ces galeries, ces marchands d'art, qui sont indexés sur la plus-value de nos clients, ils ont intérêt à revendre les œuvres dans les meilleures conditions. Aujourd'hui, la durée de détention moyenne d'une œuvre, nous, ce qu'on dit à nos clients, c'est vous allez garder la pièce en moyenne entre 1 et 3 ans. Ce qui est pas tant que ça, c'est beaucoup moins que l'immobilier, c'est beaucoup moins que les contrats d'assurance vie ou des SCPI. Beaucoup moins que les startups. C'est beaucoup moins que les startups. Et pour beaucoup, c'est peut-être plus rassurant aussi. Et avec quelle rentabilité ? La rentabilité qui est la nôtre sur les actifs sortis, elle est... Alors c'est public, vous pourrez voir ça sur notre site matisse.club, elle est de 16,9% net en TRI. Même pas par an. Ouais, parce que là, vous avez vendu une œuvre au bout de 3 mois, j'ai appris. C'est un peu ça. En TRI, on est à 30 ou 40 points. Mais moi, je vous vends pas un TRI de malade. Moi, je suis en train de vous dire que on va venir le plus possible sécuriser du cash. Vous avez que 3 ans, là, et on va faire en sorte d'organiser des plus-values entre 10 et 20 points annuels, entre le moment de l'achat et le moment de la revente. Et on va essayer de les revendre dans les meilleures conditions possibles et souvent le plus rapidement possible. Alors, c'est intéressant, ce chiffre-là de 10-20%, même si, bien évidemment, c'est pas une garantie et que c'est fluctuant, ça dépend du marché, c'est un objectif, mais comme les fonds... On n'a jamais fait un TRI pour le moment en dessous de 10 points. Ouais. Jamais. Ok. Comparé à des fonds d'investissement dans la tech, qui sont très à la mode, où on a vu plein d'entrepreneurs à mettre de l'argent dans des fonds tech, leur TRI, il est négatif. Alors... ils se goulossent de soutenir l'écosystème et puis de faire du payback parce que c'est super, on en a absolument besoin. Mais les retours sur investissement, je le sais, je parle avec beaucoup d'entrepreneurs et tout le monde fait la gueule en se disant moi j'ai perdu de l'argent ou j'ai pas, je suis dans un fonds, ça devait durer 10 ans, ils m'ont collé 2 ans de plus, j'en suis à 12 ans et j'ai toujours pas vu la queue d'un radis. En fait, c'est un peu ça la moustache. La moustache, c'est aussi ça. C'est aussi sortir de ce monde dans lequel il y avait une quantité d'argent stratosphérique qui avait pas de valeur. Et tout le monde a fait n'importe quoi. Il y a quand même eu des thèses d'investissement sur des sociétés où il y avait une course à l'échalote de levée de fonds, etc., etc. C'était la folie. Nous, on agit de manière extrêmement traditionnelle et avec beaucoup de sécurité pour nous et pour nos clients. On les a bien vus, tout ça. On voit bien comment est-ce que ce monde fonctionne et aujourd'hui où l'argent coûte plus cher et où il est plus difficile de créer une société et d'être un peu successful, on voit bien que c'est notre caractère, j'allais dire presque paysan, hyper lié à des considérations réelles. Picasso, c'est un marché qui a 120 ans. Warhol, parce qu'on est une société qui est jeune, c'est vrai, mais les actifs sur lesquels on se positionne, ils ont des centaines d'années éventuellement, ils ont des décennies. On a des track records, on sait combien coûtait Picasso en 1900, on sait combien vaut les mêmes tableaux 125 ans plus tard. On a tous les échanges du prix de ces œuvres, on fait des études économétriques et on voit les tendances de tous ces artistes-là sur toutes les œuvres. Et s'il y avait que 3 tableaux qui se vendaient, j'entends bien, mais Warhol ou Picasso, c'est des milliards de dollars de transactions annuelles. Et des milliers d'œuvres qui se vendent tous les ans, quoi.
Des centaines. Des centaines. Ouais. Donc c'est pour ça que je disais tout à l'heure, c'est des ringards, etc. Parce que je sais que vous, par exemple, j'en parlais avec François, vous analysez de la data. C'est-à-dire que vous faites vraiment de l'analyse de data, c'est-à-dire que c'est pratiquement de la science, quoi. Alors, regarde, des choses très simples. De la data qui est publique en partie, mais il y a aussi toute une grande partie de cette information. Bien sûr, qu'on crée, bien sûr. Qui est privée, quoi. Bien sûr. Alors, des choses qui sont très simples, sans rentrer dans les formules magiques chez nous, mais des choses très simples. On demande à monsieur tout le monde, on dit, mais vous voulez acheter un tableau, imaginez-vous, il doit être le plus sécurisant pour vous, d'un point de vue financier. Qu'est-ce que vous achetez? Il va dire, j'achète de l'art ancien, etc. Très simple. L'art ancien, c'est 6% du marché de l'art mondial. C'est pas ça qui se vend, quoi. C'est pas ça qui se vend. Donc, pourquoi est-ce que tu irais te positionner sur un marché où il n'y a pas de valeur et où il n'y a pas de volume? On explique, hein, c'est tout ce qui était avant le 19e. Avant le 19e siècle. Voilà. 18e, donc, 17e. Même milieu 19e. C'est-à-dire que ça concerne des centaines d'années. Les pièces importantes sont déjà dans les musées et les pièces qui valent cher, bon, il y en a que quelques-unes, en réalité. Le musée, hein, c'est le congélateur. Une fois que c'est entré au musée, c'est fini. Alors, c'est très marrant que tu emploies ce terme parce que dans le marché de l'art, on dit que les œuvres sont gelées. Ouais. Ah, c'est intéressant. Elle dit que les œuvres sont gelées. C'est-à-dire qu'une fois que les œuvres sont achetées, elles sont inaliénables. Parce que les musées, ils le remettent pas sur le marché. Elles sont inaliénables et imprescriptibles. Ouais. Par contre, si tu regardes le marché avec un peu plus de précision, tu vois qu'une œuvre sur deux qui est vendue dans le monde a été réalisée après 1945. Tu vois qu'une œuvre sur deux qui est vendue dans le monde a été réalisée par un artiste américain, etc., etc. Donc finalement, quand tu viens juste étudier quelques chiffres de manière très simple, tu te rends compte que tu es beaucoup plus sécurisant à acheter une pièce des années 60 d'un artiste important à un prix qui est costaud que une pièce d'un artiste ancien ou trop récent à des montants qui sont faibles. Si je crée un parallèle avec l'immobilier, les tickets de loto gagnants, c'est le grand immobilier parisien pour ce qui est de la France. Nous, notre marché est mondial. Attention, Warhol ou Picasso, ça s'échange à Paris, à Londres, à Tokyo, à Hong Kong, à New York et aussi à nos gens le retrouvent. Donc, on n'étudie pas que le marché de l'immobilier parisien. Mais certes, si on étudie ce marché de l'immobilier parisien... De l'art parisien. Si on compare à un marché plus local, on se rend compte qu'on a beaucoup plus de liquidité et beaucoup plus de sécurité d'actifs d'acheter 100 mètres carrés à Paris, boulevard Haussmann, que d'acheter 20 mètres carrés, pas cher, au Mans. En face du théâtre d'Avignon, en face du palais des Papes à Avignon. C'est sympa, pourquoi pas, mais même pour là. Parler d'art ancien. Même là, c'est pas l'évidence. Non. C'est pas l'évidence. Ok. On arrive un petit peu au terme de notre entretien, mais tu disais un truc là tout à l'heure que je trouvais vachement intéressant. Tu disais, la majorité des transactions ont lieu sur des œuvres qui ont été produites après 1960 et majoritairement 45, après 45. Après 45, beaucoup après dans les années 60 et majoritairement par des artistes américains. Pourquoi? Alors, d'abord, l'Europe dans les années 40 sort exsangue. Donc il y a moins d'argent, il y a moins de volonté d'acheter des tableaux lorsque on est au ticket de rationnement. Cela dit, dès 1950, le marché de l'art, il est aussi fort que ce qu'il était en 40. Ok. Ça repart très vite, quoi. Très vite. Ok. C'est un marché qui est très résilient. Ensuite, on a des grandes fortunes américaines qui viennent dynamiser aussi un marché, c'est incontestable. Il y a les grands musées, les grands galeristes, les grands collectionneurs. Il y a tout qui se met en place. Tout ça, ça participe à quelque chose. Et puis, il y a, ça peut-être que ça va te faire sourire, c'est que là, en France, qui est un pays plutôt de guerre civile, de révolution, dans les années 60, la production du tableau est considérée comme petite bourgeoise. C'est son fond marxiste-léniniste qui très clairement, qui a un peu très clairement. Donc du coup, produire des œuvres d'art et en faire un business, c'est productiviste. Productiviste le rapproche d'un monde capitaliste. En plus, ne le rend pas démocratique parce qu'il y a la segmentation de ceux qui peuvent payer, pas payer, la segmentation culturelle, ceux qui ont accès à la possibilité de rentrer, ne serait-ce que socialement, dans une galerie et les autres, etc. Donc il y a eu beaucoup d'artistes qui n'ont pas produit ce qui est l'étalon du marché de l'art, qui sont des tableaux. Et donc en France, des années 60 jusqu'à la fin des années 80, il n'y a pas de peintre. Donc, super intéressant. Donc après Pierre Soulages, les artistes des années 50, Pierre Soulages, Hartung, etc., il y a quelques artistes d'une peinture radicale, comme Martin Barré, comme
Daniel Buren, mais c'est moins des peintres que ce sont des artistes conceptuels. Buren, il est parti aller chercher des bandes, du tissu à bandes au Halles Saint-Pierre. Il a peint d'un trait blanc les deux extrémités et le tableau s'arrête là. Donc, on peut moins considérer que c'est un peintre que c'est un artiste conceptuel. Et Sauf Mitterrand a été celui aussi qui l'a finalement dans cette gauche-là, il y avait Mitterrand aussi qui venait dire. Oui, mais Mitterrand, c'est le budget de la culture qui a été multiplié par 3 entre 80 et 83. C'est la décentralisation de la France avec la création des fonds régionaux d'art contemporain, avec un marché qui du coup avait besoin de s'alimenter parce que les fracs avaient des murs qui crient famine. Il était temps de les alimenter. Le politique a voulu absolument institutionnaliser et faire venir les gens au musée avec des artistes français, mais les artistes français, on les avait pas. C'était fort. Alors effectivement, Réberol, c'est super bien, mais quand t'as Combas, Boiron, Di Rosa ou les artistes support surface, c'était quand même un peu moins bien quand on a les grands artistes américains. En face de Combas, on a Keith Haring ou Basquiat aux États-Unis, où on a Immendorf et Baselitz en Allemagne. Donc il y a quand même une difficulté qui est toujours la même, qui est lorsqu'on intègre du politique et de l'idéologie auprès des artistes, qui sont des gens qui sont très libres. On impose un marché concret de toutes pièces. Lorsqu'on arrive en 1990, ce marché-là, plus personne n'en veut, il s'écroule. Mais c'est intéressant parce que je pense qu'il y a un vrai parallèle avec la tech dans ce qu'on est en train de dire là, qu'en fait c'est on se dit oui, mais pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas dans la tech, etc. Et je pense qu'il y a eu un moment où on était très en avance sur la partie technologique en France. On avait des boîtes incroyables comme Alcatel, France Télécom faisait des trucs incroyables. On a inventé le Minitel, machin. Et puis un jour, on abandonne pour des raisons purement politiques, aussi idéologiques. Et finalement, on se rend compte que c'est un tapis roulant. Si t'arrêtes de marcher, tes muscles s'atrophient. On décide de rembrayer. Mais merde, la Silicon Valley, elle a pas arrêté. Donc, elle s'est musclée, elle a continué. Et c'est ça qui nous a mis dedans. Alors aujourd'hui, on se remet à pédaler, ce qui est génial. Il faudra juste qu'on n'arrête pas. Mais ça prend du temps. Et que c'est bien que tu viennes nous expliquer ça, que dans l'art, c'est pareil. Parce que j'essaye là de faire un parallèle avec la tech. En fait, c'est un marathon, il faut jamais arrêter. Alors, pour pas désespérer, effectivement, c'est très difficile pour les artistes français d'exister sur une scène internationale. Moi, j'ai même des copains français qui vivent en Belgique ou à Berlin qui préfèrent dire qu'ils sont belges plutôt que dire qu'ils sont français parce qu'il y a une espèce de French bashing, etc., qui est insupportable. Mais pour Mais dans la musique, ils sont arrivés, hein. Alors, dans la musique, ils sont arrivés, mais la musique, il y a plus d'argent, il y a un côté cool, il y a la fame, les mecs qui viennent du 16e, de Neuilly, etc. Cela dit, les artistes aussi. Et tu sais pourquoi, Cela dit, les artistes aussi. Ouais, non c'est très intéressant dans la musique parce que je connais un peu ce monde-là et notamment certains groupes comme Air ou Justice. C'est tous des Versaillais, quoi. Oui, bien sûr. Et tu sais pourquoi? Parce que la musique électro, elle est faite à base de synthé. Ça coûtait une blinde. Ça coûtait une blinde. Ouais, bien sûr. Et que c'est donc DJ Mehdi, quoi, c'est ce truc-là, bien sûr. DJ Mehdi, tout ça. Et donc ils avaient cet argent-là et donc ils ont pu faire des acquisitions, tester des trucs, tester des sons et inventer quelque chose. Alors que quand tu venais d'un quartier populaire, tu prenais une guitare, ça valait rien et tu faisais du punk rock et tu faisais la Mano Negra, quoi. Pour ce qui est on adore. Oui, j'adore. Qui est génial aussi. Les deux, on adore les deux. Alors, il y a un truc sur le marché de l'art. Effectivement, en France, on a une chance qui est formidable, c'est que on a les atouts culturels. Tu l'as dit tout à l'heure, les grandes entreprises sont françaises. On a de l'expertise. Les milliardaires sont français. Il y a des grands collectionneurs, il y a des galeries, etc. Mais je t'ai dit aussi que le marché de l'art, c'était de plus en plus l'idée de la collection, un acte qui était expérientiel. Et le marché de l'art, il s'opère dans quelques endroits dans le monde, mais toi qui vis aux États-Unis, tu vois que les milliardaires, les New-Yorkais, ça les fait chier d'aller à Miami. Ils veulent plus aller à Miami. Alors ils veulent peut-être un petit peu aller dans le nord quand il fait un peu froid l'hiver, mais globalement, la foire d'Art Basel à Miami, ça les emmerde. Ouais. La foire d'Art Basel à Bâle, aller bouffer de la saucisse et revoir les mêmes musées qu'ils font tout le temps, ça commence un peu à les agacer. Et d'ailleurs, il y a une grande, presque une pénurie, il y a eu très peu d'Américains collectionneurs qui étaient présents à Art Basel cette année. Par contre, ils ont tous dit qu'ils viendraient à Art Basel
à Paris. Et là, c'est très intéressant. Parce que si on s'est fait sortir parce qu'on n'avait pas les artistes, etc., on revient parce qu'on a su éduquer aussi les Français à un goût plus international et on sait rendre ça hyper anglais, attractif. La nouvelle génération maintenant parle anglais, mais ça change tout. On a la même culture, elle est culturelle. On a la même culture, on a une culture internationale, on est hyper sexy. C'est fini, sexy. On est hyper sexy, c'est fini, les cafetiers qui t'envoient de café, qui t'envoient balader, les mecs qui parlent anglais, ils sont sympas, ils te disent bienvenue, etc. Même les taxis acceptent la carte bleue, c'est formidable. Mais c'est vrai. Donc il y a ce truc-là qui est quand même hyper désirable et on se retrouve avec un marché de l'art français, avec en plus le Brexit en face. Tu sais, le Brexit, l'Angleterre, tu disais tout à l'heure les banquiers, la place de marché. Il n'y a pas beaucoup de collectionneurs en Angleterre. C'est un endroit qui est une porte d'entrée pour faire venir des œuvres et une porte de sortie pour les envoyer aux US. Mais les collectionneurs, ils passent par Londres pour acheter et pour vendre, comme la City. Mais c'est certainement pas là qu'ils collectionnent et c'est certainement pas la destination aboutie, finale des œuvres d'art. Par contre, en France, on a les collectionneurs. On a les galeristes. L'attractivité, elle est telle, il y a les musées, il y a l'écosystème. Et maintenant qu'on a un goût qui est beaucoup plus américain, plus international, eh bien, on se retrouve avec une attractivité où toutes ces grandes galeries veulent absolument venir à Paris. On se retrouve avec des shows qui sont extraordinaires. La Fondation Vuitton n'y est pas pour rien. Oui, elle n'y est pas pour rien. Ouais. Les Américains, ils vont beaucoup moins à Pompidou à côté de la bourse de commerce. Et François Pinault à côté de la bourse de commerce, effectivement. Et Arnaud avec Louis participe Vuitton, à cet écosystème. Et donc, on a une chance de voir Paris s'internationaliser bien davantage. Il y a la Fashion Week, ça parle anglais partout. Donc, c'est le moment d'investir. Ça, c'est un moment d'investir dans l'art, alors. Alors, c'est le moment, en tout cas, on voit la place de Paris grossir de manière très forte et les Parisiens, les Français, qui sont quand même des gens qui sont, si tu veux, ils demeurent paysans dans leur façon de faire les choses, pas comme les Américains qui sont capables d'imaginer des trucs, etc. C'est pas qu'on n'imagine pas, c'est que on aime bien sécuriser, on aime bien avancer petit à petit en mettant moins toutes ces bides, etc. Tu le vois très bien dans les façons d'investir des gens. On fait pas cash comme ça sur la table. Et donc ils vont commencer par quoi ? Par les grands artistes et surtout les plus rassurants. Alors, aujourd'hui, investir dans Matisse, tu parlais tout à l'heure, je t'ai entendu donner un montant de 20 000 accessible euros. À partir de 20 000 euros. Nos clients... Donc, c'est pas tout le monde, on est d'accord. C'est pas accessible non plus à tout le monde. Non, mais ça n'a jamais été aussi accessible. Mais c'est pas accessible à tout le monde. Notre clientèle, en moyenne, elle doit avoir à peu près une centaine de milliers d'euros d'investis chez nous, répartis sur 5 pièces. Et on aime bien tous les 5 mois, 4 mois, 5 mois, 6 mois, leur apporter une bonne nouvelle en disant... C'est un événement de liquidité, comme on dit dans la finance. On peut le dire comme ça. C'est quoi les prochaines étapes de Matisse ? Enfin, vous êtes tout jeune, hein, ça fait 3 ans, mais... Moins que ça, bien sûr, et c'est moins que ça, c'est moins de 3 ans, c'est 28 personnes. Du beau monde, hein. Bon, on peut pas donner les noms, mais je connais certaines personnes qui sont investisseurs. Ah, on a des gros costauds, ouais. Ouais, c'est super. Mais ça me fait marrer parce que je me suis posé la question... On est assez sexy, hein. C'est hyper sexy. C'est-à-dire que j'ai l'impression que d'investir dans les startups... Ça, c'est pas la moustache, tu sais. Non, c'est pas la moustache. Mais non, et puis non, mais moi je réfléchis sérieusement, perso, à faire un investissement chez vous. Mais je pense qu'il y a, pour revenir à notre audience sur Silicon Carnet, je pense que aujourd'hui, quand t'es business angel, il y a eu toute une génération de business angel, et je le vois beaucoup aux États-Unis. C'est très difficile aujourd'hui parce que les deals qu'on a, et c'est très vrai aux États-Unis, ça va être la même chose en France parce que ce qui se passe aux États-Unis généralement arrive dans les 5 ans en France. On a des deals qui soit sont colossaux. On a encore ce matin Mira Murati qui était une associée d'OpenAI qui a quitté OpenAI pour lancer sa propre start-up qui fait quand même une levée précise de 2 milliards de dollars. Elle n'a pas de roadmap, elle n'a pas sorti de produit, on ne sait pas ce qu'elle va faire, elle n'a qu'une équipe très talentueuse et surtout un track record incroyable, mais c'est un précise de 2 milliards sur une valorisation de 10 milliards. Ces deals-là sont colossaux, demandent énormément de capitaux, ça me fait penser un petit peu à vous aussi quand on va aller acheter un Warhol, un Picasso.
Et ils sont inaccessibles. Il y a très peu de gens qui investissent là-dedans et il faut être capable de faire des chèques colossaux. Quand tu es business angel, tu n'as pas accès à ces deals. Et de l'autre côté du spectrum, on a des startups qui se créent grâce à l'intelligence artificielle, au no-code et qui n'ont pas besoin de cash, qui ne veulent pas de business angel parce qu'elles sont capables de lancer des produits par elles-mêmes en utilisant le cloud, l'intelligence artificielle, de voir si elles rencontrent ou pas son marché et qui ont besoin, allez, au max de 50 000 balles, 100 000 balles pour prototyper une app et voir s'ils ont rencontré un marché ou pas. Donc, on a une génération de business angels qui ne sait pas où mettre son argent parce que certains leur disent non, mais moi, j'en ai pas besoin de ton argent et les autres te disent ouais, mais non, mais t'es trop petite pour venir jouer avec moi. Donc, ce qu'ils ont fait jusqu'à présent, c'est qu'ils ont on a cette chance, nous, aux États-Unis. Je suis pas certain que vous ayez cette chance, vous, en Europe. C'est qu'on a un Nasdaq qui nous fait du 15%, 20% par an depuis déjà plusieurs années. Et les business angels ont déporté leur investissement dans les startups, qui étaient des chèques de 20 000, 30 000, et qui ont mis ça sur le Nasdaq ou sur le S&P 500 ou des choses comme ça. Et je pense que vous avez plein de business angels ont aussi mis dans des fonds. On l'a dit, le retour sur investissement, il est pas topissime. Moi, je pense que vous avez un produit qui est bien positionné sur le marché. Et même aux États-Unis, et je l'ai dit à François, faut que vous veniez aux États-Unis parce que je pense que la bourse ne va pas être aussi performante qu'elle ne l'a été. Et vous êtes un produit de diversification. Je suis désolé, je veux pas vendre ton truc, mais c'est un peu le propos aussi du truc. Mais c'est à peu près incontestable. Alors donc on est à 28 personnes aujourd'hui. On est à un peu moins de 2 ans après l'agrément. On aura levé 100 millions de collectes, on aura collecté 100 millions et on aura procédé à 100 millions, au moins 100 millions de dollars d'acquisition en 2 années. Nous sommes présents à Paris, nous sommes présents en Italie, à Genève. L'idée, c'est de un petit peu continuer les pays européens et se rendre indispensable en Europe. Mais New York, les États-Unis fait partie de la liste. Tu sais, on a un j'allais dire, je sais pas comment, un concurrent américain qui s'appelle Masterworks, que beaucoup d'Américains d'ailleurs connaissent, qui se sont cassés les dents sur cette classe d'actifs. C'est un type qui existe depuis 6 ou 7 ans. Ils ont acheté 1,2 milliard de dollars d'œuvres d'art. Le problème, c'est qu'ils en ont revendu moins de 5%. Donc 5%, c'est 23 tableaux. Nous, à la fin de l'année, on aura collecté 10 fois moins, on aura revendu autant de tableaux qu'eux. Et les Américains, tu sais, ils sont capables de comparer, de faire des publicités Pepsi. Tu sais, t'as ces publicités Pepsi ou Coca-Cola. Les mecs, on en a rien à foutre. Ils bâchent les autres publicités sans problème, les autres marques, etc. Tu sais, cette publicité incroyable sur aussi les PC, Mac, etc. qu'on connaît tous. Mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas? Et les Américains sont assez, ils comparent, hein. Ils comparent, c'est des gens de chiffres. Moi, je pense que avec les compétences qui sont les nôtres, la capacité de travail, notre qualité de distribution et surtout notre qualité de service, mais je pense qu'on devrait faire quelque chose de bien, ouais. Ouais, mais moi, je pense que si j'ai un conseil à vous donner, j'ai horreur de donner des conseils, mais je pense que vous devriez pas vous comparer à Masterworks. Il n'y a pas de comparable possible. Je pense que l'erreur qu'a fait Masterworks, c'est d'abord, ils ont été financés par des VC qui leur ont demandé de scaler et d'avoir une base d'utilisateurs la plus grande possible. Non. Et moi, je les vois, les pubs de Masterworks. Oui. On te dit à partir de 50 €. Oui. Mais moi, si on a un peu d'argent, c'est pas de ça, c'est pas là-dedans qu'on a envie d'investir. Alors, t'as raison. On cherche pas à se comparer à Masterworks, mais on a quand même les mêmes clients. Ouais, je sais pas. Je pense qu'on aura beaucoup de clients qui sont similaires. Tu veux des mecs qui mettent 50 balles? Non, on va pas oui, mais ils ont pas que des mecs qui mettent 50 balles. C'est-à-dire que j'espère pour eux, ils ont pas que des mecs qui mettent 50 balles. Je suis pas sûr, hein. Ce serait terrible pour eux. Dernière question que j'ai envie de te poser, bien évidemment, avant qu'on se quitte. Je pourrais parler pendant des heures. T'es gentil. Non, mais parce que moi, j'adore. Merci infiniment. C'est un plaisir d'être vraiment chez toi. Pour nous, t'es un peu une star, donc se retrouver devant toi. Non, merci, et je sais que mon associé t'adore. Je t'ai dit qu'il te suit depuis toujours, etc. Donc, écoute, c'est un vrai plaisir également. Merci. Non, mais moi, j'adore parce que
ça me sort de la tech. J'espère que vous appréciez aussi de faire un petit détour. Mais en même temps, on fait des parallèles et des comparables parce que c'est un produit financier. On parle souvent d'investissement et de VC. Plateforme, hein. Et c'est une plateforme qui est online aussi, avec une communauté. Vous avez créé d'abord une communauté. Facile, bien sûr. Exactement. Il y a plein de parallèles. Il y a des choses super intéressantes. Bien sûr. Et puis ça permet de respirer un petit peu entre des sujets plus tech. Et moi, je prends énormément de plaisir à parler avec toi. Et puis, vous êtes un partenaire de Silicon Carnet et merci pour ça. J'ai une question. Forcément, on se quitte là. Parle-nous. C'est quoi ton artiste dans l'art contemporain? Mais quel est ton artiste préféré? Très compliqué. C'est terrible cette question. Alors, c'est terrible pour deux raisons. La première, c'est que quand on a fait de l'histoire de l'art, on met vachement de temps à savoir ce qu'on aime. Parce qu'on a beaucoup moins le prisme de dire on aime ça plutôt que c'est bien ou c'est pas bien. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui fondamentalement n'aiment pas Picasso parce que c'est très dur, mais on ne peut pas penser que Picasso n'est pas le plus grand peintre du XXe siècle. C'est écrit, c'est commun, c'est avoué et on ne peut pas penser autre chose. C'est très difficile de penser autre chose parce que fondamentalement il a tout inventé. Donc ça c'est difficile quand on a fait de l'histoire de l'art d'être capable de répondre à une question comme celle-ci. Donc je peux répondre à cette question, mais j'ai mis beaucoup de temps à trouver la réponse. D'autant plus qu'il y a plein d'artistes qui sont formidables. Si on doit en donner un, en fait, tu dis c'est difficile, c'est comme si dans la musique c'est difficile de dire autre chose que les Beatles ou les Rolling Stones. Les Beatles ont inventé un truc. Moi, j'aime pas les Beatles, dur. par exemple, ça m'emmerde. J'adore les Stones, mais les Beatles, ça m'emmerde comme c'est pas possible. Tu vois, le Yellow Submarine, qui est le Yellow Submarine, ça me fait chier. Mais en même temps, je peux pas ne pas avouer que c'est des gens qui ont inventé plein de choses. Tu vois, c'est un peu, comment? Ouais, ça revient très à la mode d'ailleurs. Ouais. Alors? Donc c'est un peu cette idée. Écoute, je trouve que des artistes comme Pollock, par exemple, des artistes comme Barnett Newman, comme Cy Twombly, ces grands expressionnistes abstraits des années 50, comme Pollock, ça. c'est celui qui faisait goûter, en fait, de la peinture sur... Exactement. Pollock, c'est... Complètement alcoolique. Ouais. Hein? Ouais. Artiste des années 80? Des années 50. 50-60. Je pensais que c'était plus tard. Non, 45, c'est années 50 comme ça, mais parce qu'il est hyper contemporain. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un Pollock, tu revois un truc comme ça, une espèce de truc fascinant. L'histoire de l'art, occidentale, elle s'est construite sur l'histoire de la perspective. Okay. Pollock a complètement cassé cette idée de la perspective en ne représentant plus une œuvre au centre d'un tableau avec un tableau qui devient une fenêtre sur un monde, mais plutôt en réalisant une œuvre qui est complètement ouverte, qui pourrait complètement dépasser le cadre du tableau. Et d'ailleurs, il pourrait continuer. D'ailleurs, quand on voit Pollock peindre, en fait, on le voyait peindre, des fois, il continuait au sol. Il continuait au sol. Je montrerai des photos, c'est frappant. Il continuait au sol, c'est assez rigolo, tu vois, parce que finalement... Donc c'est un extrait, finalement, son œuvre. C'est un extrait... d'une fresque qui est de quelque chose qui est beau, et qui est exactement. Ouais. Et donc, philosophiquement, d'avoir un univers contenu dans une fenêtre n'est pas la même chose qu'une fenêtre sur un univers qui est beaucoup plus éclaté. Le tout en cassant l'histoire de la perspective et en faisant une œuvre qui est plate, en rendant égales les composantes de la peinture, le tableau, le pigment, le châssis. On a un tableau enchâssé, les tranches ne sont pas peintes, elles sont visibles, elles ont une matérialité. Le fond du tableau est tout à fait visible, il participe intégralement à la définition même de ce qu'est une peinture, aussi un tableau, aussi un châssis. Et puis, la peinture est respectée pour ce qu'elle est. Elle tombe du haut vers le bas et elle s'aplanit. La planéité de la peinture est mise en évidence. On a affaire à un artiste qui a respecté les matériaux qu'il a utilisés, qu'il a définis. Il a défini la peinture à travers ses propres matériaux. On parle vachement bien. Écoute, c'est pas moi, c'est lui. Merci beaucoup. Merci Arnaud, merci c'était génial de te parler. J'espère que toi aussi tu as apprécié cette conversation. Merci à vous aussi de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Je sais que vous écoutez de plus en plus ce format Off the Record. Vous aimez ces formats longs, donc
mon objectif, c'est d'aller à la rencontre de gens un petit peu improbables qu'on n'a pas l'habitude de voir. Parce que j'ai l'impression que des fois, dans les podcasts, c'est un peu toujours les mêmes qui reviennent. S'ils s'abonnent sur mathis.club sur Instagram, ils vont recevoir toutes les notifications et ils penseront à nous. Là, pour le coup, ils auront l'habitude de nous voir assez régulièrement. J'espère qu'on va vous voir un peu plus. Et puis, je continue aussi mon parcours aux États-Unis pour aller à la rencontre de Français qui ont des parcours absolument incroyables, comme ce bras droit de Musk que j'ai interviewé et que vous avez été... c'est notre première vidéo qui dépasse les 100 000 vues sur YouTube, donc c'est absolument génial. Pensez à vous abonner, ça nous aide énormément pour l'algorithme. Et je vous donne donc rendez-vous pour un prochain Off the Record sur la chaîne Silicon Carnet. Allez, hasta luego amigos, bye bye.